Salut Yann, Salut, salut Stéphane, ça va? ça va? Merci pour ce moment que tu m'accordes, où on va pouvoir parler d'un sujet qui nous lie, qui est le sujet des plantes sacrées, et plus particulièrement d'une plante qu'on appelle l'ayahuasca, mais il y a plein de plantes périphériques autour, dans l'endroit où grandit l'ayahuasca, qui est l'Amérique du Sud. Est-ce que peut-être tu as envie de te présenter pour les gens qui ne vont pas au cinéma ou qui ne te connaissent pas? Donc moi je suis cinéaste, plutôt des longs métrages, mais aussi d'autres choses. Je raconte des histoires en général avec des images en mouvement, je vais dire, voilà. Et il se trouve que dans mon chemin d'existence, j'ai rencontré au millénaire précédent les plantes et l'ayahuasca au Pérou, et c'est vrai que ça m'a voilà, ça a été une expérience très très forte qui fait toujours partie de ma vie. Donc ça fait donc maintenant plus de 20 ans que je suis un ayahuasca héros, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise à des fins médicinales de manière plutôt régulière l'ayahuasca dans les endroits où c'est possible, donc en allant faire des diètes à l'étranger. Et à côté de ça, je continue de faire des films, c'est mon métier, hein, voilà, c'est mon métier, ma passion. Et parfois, j'essaye de connecter le monde qui a changé beaucoup de choses dans mon existence, dans ma perception de la réalité et dans la direction que je pouvais donner à mon existence euh, avec les plantes maîtres. J'aime quand ça connecte. Donc, j'ai fait plusieurs films et écrit plusieurs livres sur ce sujet. J'ai fait Blueberry, l'expérience secrète, qui était vraiment là le grand projet sur la médecine des plantes, qui était une fiction. J'ai fait D'autres mondes, qui est un documentaire là, qui a suivi, que j'ai fait en parallèle. J'ai fait aussi des courts-métrages comme Pachin Beka Winoni, qui est un très beau film. Alors, ça ne parle pas de l'ayahuasca, mais ça parle des Indiens Shipibo, c'est en langue Shipibo. Et ça se trouve sur YouTube. Peut-être tu pourras mettre le lien, Oui. ça, les gens pourront le voir. Pour moi, c'est le plus beau film que j'ai fait. Il fait 17 minutes. Euh, Et puis à côté de ça, avec les plantes, donc j'ai fait Carnet de voyage intérieur, où j'essaie de partager en fait mon expérience de manière, en faisant un petit guide pour l'ayahuasca héros débutant, qui est sous forme un petit peu comique, mais qui avant tout de se dire on n'est pas préparé à ce type d'expérience. C'est souvent mon credo. Je me dis, si j'ai à parler de cette expérience, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise au moment où je l'ai fait, qui m'aurait fait gagner du temps, T'es pas prêt. C'est hein? ça? C'est que t'es pas prêt et qu'en fait, on n'est jamais prêt à ce genre d'expérience? Non, non, je me dis, non, non, je me dis, quand j'ai écrit ça, je me dis, qu'est-ce que je pourrais dire que moi j'ai appris quand je l'ai écrit, ça faisait 10 ans que je faisais des plantes, qu'est-ce que j'ai appris, quels conseils j'aurais aimé qu'on me donne, que j'ai vu Oui. qui fonctionnaient, que j'ai découvert par moi-même. Donc, d'un certain côté, il y a quelque chose du fait qu'on n'est jamais totalement prêt, et c'est toujours l'inconnu. Il y a toujours une forme d'angoisse, ou en tout cas de stress à combattre à l'intérieur de soi quand on va prendre de l'aya, pour tout le monde, et je le sais même pour des guérisseurs expérimentés. Il y a toujours une concentration parce qu'on a toujours des forces en nous qui résistent à cette expérience et tout ça est logique. Donc on apprend, comment dire, à gérer, comme nous on apprend à gérer la première fois qu'on va voyager en avion. On a un petit stress, on n'est jamais monté dans un avion, on doit passer les trucs de sécurité, on voit comment la bestiole se comporte et tout. Une fois qu'on sait, on peut avoir toujours un stress quand on entame un voyage vers l'inconnu. Admettons qu'on prenne l'avion, alors on connaît un peu plus le déroulement, mais on va vers un pays inconnu. Voilà, à chaque fois un peu inconnu quand même. C'est- Euh, voilà, donc si tu veux, j'ai écrit ce livre parce que je voulais transmettre ça, et je sais que ça a aidé des gens qui sont partis en Amazonie, et avec le petit manuel, ça a été fait pour ça. Et puis l'autre partie du livre, c'était plus de raconter mon expérience, pour montrer le chaos sur une dizaine d'années, le chaos et le positif et le négatif des mouvements intérieurs que ça provoque chez quelqu'un. Voilà. Et récemment, si tu veux, sur le sujet, j'ai fait une expérience en réalité virtuelle qui s'appelle Ayahuasca Cosmic Journey, et qui était pour moi un truc important, parce que je pense qu'une des choses que
voilà, que j'aime faire, et parce que c'est aussi ma fonction, tu vois, de partager ce qui a priori est difficile à partager, ces mondes de vision intérieure, même si on les partage, puisqu'on a tout un pan de vision qui sont récurrentes chez ceux qui prennent des plantes. Et donc, comment témoigner de ça, tu vois, avec quelque chose qui est tellement cognitif et tellement différent de notre réalité, et en même temps qui peut être reproduit qui peut aller venir montrer, en tout cas, montrer les sensations, les vertiges, les perceptions qu'on a, et en même temps l'immense cohérence de tout ce monde. Et c'est, je pense, qui pour moi la chose la plus impressionnante qui n'a pas changé en 22 ans, c'est que c'est parfaitement cohérent, même si c'est toujours l'inconnu. C'est ça. Puzzle se construit petit à petit, et petit à petit, l'attitude à avoir face à l'expérience se modifie chez celui qui l'a fait, et les enjeux, et petit à petit, tu vois, tout ça se met au diapason. Mais comme on vient d'une culture, comment dire, radicalement différente, notre chemin est parfois plus compliqué. Donc voilà un petit peu qui je suis, c'est-à-dire je fais du cinéma qui n'a rien à voir avec les plantes, et à la fois j'aime en faire aussi qui a à voir avec les plantes parce qu'elles sont importantes dans ma vie. Ce que j'aime bien, c'est que dans tous tes films, ou en tout cas tous ceux que j'ai vus, il y a à chaque fois, même dans les films qui ne parlent pas de la plante, il y a des petites, alors dans le monde du jeu vidéo, on appelle ça des Easter eggs, mais des petits clins d'œil que seuls les gens qui connaissent la plante vont pouvoir déceler. Alors, juste en guise de préambule à cette vidéo, on est d'accord qu'on incite absolument personne. D'ailleurs, c'est contre la loi. On n'aurait même pas le droit de présenter les produits interdits sous un jour positif. Et évidemment, on incite et on ne facilite personne à la prise de substances interdites. Néanmoins, il existe beaucoup de pays dans le monde où l'ayahuasca est légale et on a le droit de la consommer. Il y a même quelques pays en Europe où c'est possible. Du coup, on a un peu on partage un peu cette même volonté de rendre accessible la compréhension de cette expérience, qui est une expérience qui, pour beaucoup de monde, change absolument tout. Et dans ton discours, ça change ta perception de la réalité. Et il y a une interview que tu as faite, je crois que c'était sur Brut, où tu dis ça explose ta conception de la réalité. Donc, moi, j'essaye à travers mon chemin de rendre intelligible cette expérience-là, qui est une expérience qui change absolument tout. On est sur ce même chemin, on partage ce chemin. La question que j'ai envie de te poser, c'est pour toi, dans ta conception et ta compréhension, est-ce qu'il existe d'autres dimensions? Est-ce qu'on y accède à travers cette expérience? Ou est-ce que certaines personnes, des sceptiques, vont dire non, non, ce ne sont que des hallucinations et ça n'est que le produit de phénomènes chimiques dans le cerveau. Mais quand on y est vraiment, ce qu'on y voit, en tout cas dans ma perception, est beaucoup plus réel que cette réalité-là que nous sommes en train de partager en ce moment-là. Et donc, voilà, quelle est ta perception sur l'idée qu'il existe d'autres dimensions et que ces autres dimensions, on peut vraiment les pénétrer par l'expérience de l'ayahuasca? Alors, je dirais tout de suite, par rapport à l'hallucination, je crois que je ne sais plus qui a dit ça, peut-être Terence McKenna, mais en fait, nous hallucinons la réalité. Hein. C'est un phénomène chimique dans notre cerveau, la réalité. Donc, il suffit de changer la grille de lecture pour qu'une autre réalité apparaisse. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que je l'ai vécu. Donc oui, très vite, je pense, avec les plantes ou avec une expérience de conscience très forte, on peut se retrouver en connexion avec d'autres dimensions, d'autres êtres, ou en tout cas une autre lecture, une lecture énergétique de la réalité, enfin, différentes choses. Le problème, au fond, qui va naître avec ça, hein, c'est l'interprétation. C'est-à-dire qu'on va mentaliser, puisque c'est aussi très vite, on va essayer de conceptualiser. Et cette réalité, la conceptualisation mentale de cette réalité quand on navigue à l'intérieur, c'est pas forcément, c'est la tentative de saisie de cette réalité. C'est pas forcément des énergies ou des archétypes
ou des choses positives. Donc c'est assez complexe. On se retrouve du coup secoué en essayant de capter, de faire ce qui est normal pour nous dans notre culture, à savoir de tout de suite se demander comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est et où ça va et pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce qu'il y a devant et qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce qu'on fonctionne comme ça. On n'est pas dans les. On a un setup mental, une éducation et culturellement, et c'est très bien, c'est ce qui nous permet de dominer la matière comme on la domine. Bon, voilà, et du coup, forcément, si on domine la matière et qu'on pense que matière, concept, que boîte, et ben on se retrouve nous-mêmes enfermés dans la matière et dans un concept en boîte. Tu vois, l'évidence qu'il y a quelque chose, voilà, que le surnaturel est naturel, que quelque chose qui est de l'ordre du fantastique ou de la science-fiction est en fait en train d'arriver et tu ne peux pas le dénier au fin fond de ton esprit. Tu sais que c'est voilà, c'est terminé, tu as ouvert la porte, tu peux pas revenir en arrière. Voilà, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors après, ce qui est intéressant, c'est pas scientifique, c'est tu reproduis l'expérience et est-ce que tu as les mêmes résultats? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après tout, ça, c'est une sorte de méthode de reproduire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ce que je trouve, c'est que maintenant, on est reproduit voilà, un paquet de fois, je ne sais pas combien, mais un paquet de fois en 20 ans. Je peux dire juste que j'ai 20 ans de recul sur même les premières séances. Et ce que je pensais n'est pas forcément juste, mais en tout cas, l'expérience était réelle et elle prend une autre cohérence. Et je me pose beaucoup moins de questions d'ailleurs aujourd'hui sur la nature même de ce que je vis. Je ne me pose pas de questions. Je traverse l'expérience. Et c'est souvent d'ailleurs une des choses à faire au mieux, c'est d'essayer d'arriver ou de s'entraîner à éteindre l'immédiate réactivité du mental face à l'expérience qui se déroule, de manière à laisser l'expérience se dérouler. Ouais. Pour parler de l'expérience en elle-même, un jour, tu m'as dit, un jour, je t'ai appelé et je t'ai dit, c'était avant de partir au Pérou, et je t'ai dit, j'ai vécu l'expérience beaucoup, beaucoup de fois, mais là, j'ai très peur. Et tu m'as dit, la peur est quelque chose de très sain. Et tu m'as dit, même si tu as vécu l'expérience beaucoup de fois, combien de fois es-tu mort? Combien de fois as-tu vécu l'expérience au point où tu te dis, là, c'est terminé, je ne reviendrai plus? Et là, effectivement, il y a beaucoup moins d'expériences où je peux relater cette expérience de mort imminente, ou ce que certaines personnes peuvent appeler comme expérience de mort imminente. Et dans le cercle des gens qui parlent de ces expériences, il y a un concept qu'on appelle la mort de l'ego. Est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose à cet endroit-là, sachant que toutes les expériences d'ayahuasca ne mènent pas à une expérience de mort imminente ou à une mort de l'ego, mais certaines sont tellement fortes qu'on peut être amené dans l'expérience à un moment à se dire « Salut tout le monde, c'est terminé, je ne reviendrai plus. » parce que là, je suis en train de mourir. Alors oui, c'est vrai que ça. Alors c'est intéressant parce que la mort de l'ego et l'histoire d'ego, c'est aussi beaucoup de choses qui sont d'ailleurs assez beaucoup traitées dans une approche d'un coup de mettre, comment dire, d'avoir une voie spirituelle pour un occidental. Et d'un coup, l'ego, comme il est fort, il arrive et d'un coup, ça va être, ah ben lui, ça c'est de l'ego, ça c'est pas de l'ego, lui, il a de l'ego, moi, je tue mon ego. Et puis après, il y a l'ego spirituel, c'est de dire, oh là là, ben maintenant je suis amour, etc. Mais voilà, et puis d'un coup, il y a, il y a un ego qui se crée au-dessus, qui est parfois toxique, parce que c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel, c'est se dire que parce qu'on a vécu, par exemple, et je connais ça, tu vois, une expérience vraiment transcendantale qui est tellement forte que tu reviens et tu dis, bon, ben moi, je sais, il y en a d'autres qui ne savent pas, je vais aider à ce qu'ils savent. Tout ça, c'est de la bouillie totale. Donc, sur l'ego, je dirais, l'ego, c'est bien l'ego. L'ego, c'est quelque chose qui te permet de naviguer dans la réalité, qui te distance des autres, qui te permet juste d'avoir une identité. Après, autour de ça, effectivement, donc au fond, c'est ta façon de t'identifier par rapport aux autres et d'agir aussi et d'agir positivement s'il le faut. Tu vois, tu peux avoir un ego plein d'amour et de joie et prendre des décisions. Et donc, dès qu'il y a pensée, il y a distance, en fait. Donc la mort de l'ego, c'est la mort, je parlerai plutôt de la mort de l'identité. Hein, La disparition de l'identité. voilà, la disparition, la dissolution de l'identité et l'arrêt des pensées. Ou le ralentissement absolu des pensées. Voilà, c'est-à-dire
que les plantes peuvent te pousser dans un espace où tu as plus d'extérieur ou d'intérieur, où l'expérience est tellement forte que tu sais plus, voilà, En fait, c'est assez cognitif. C'est une science cognitive et les procédures des indigènes à travers leur chant, tu vois, qui vont te guider, et les procédures, et au-delà, hein, ils peuvent aussi travailler sur toi sans même chanter. Euh, il y a quelque chose de l'ordre du surfeur pour moi, c'est-à-dire que les plantes, c'est une lame gigantesque, il faut savoir la prendre, elle va t'amener sur le rivage, mais est-ce qu'elle va t'amener en morceaux sur le rivage ou est-ce qu'elle va t'amener en un... Parce qu'elle est radicale, tu as un problème, elle va descendre pour le résoudre, et en fait, elle n'est pas forcément psychologue, le monde humain est le monde humain, et donc du coup, ça peut être une expérience traumatisante aussi. Ah, c'est extrêmement difficile parfois. Voilà, faut savoir que quand tu as fait tes recommandations au début, moi je rajouterais ne jamais, 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 c'est comme dans 1941, ne jamais, jamais prendre l'ayahuasca seul ou prendre une substance psychoactive seule. Et moi je suis quasi réactionnaire, mais ou en tout cas traditionnaliste, au sens où toute substance qui modifie ta conscience doit passer par une dimension de médecine et pas forcément récréative. La récréativité, elle vient après parce que tu as trouvé la joie. Mais par contre, voilà, parce que tu peux te laisser bercer par tes propres pensées un peu stone, et tout ça, c'est pas grave. Mais par exemple, moi, je vois après avec l'acuité des plantes que tu te fais embarquer dans des espaces pas forcément top. Et alors, bien sûr, donc ça c'est là où je suis un peu réactionnaire, je dirais. Oui. Old school, hein, par rapport aux gens qui disent quoi, on peut fumer un joint du chocolat, faire l'amour, etc. Oui, mais est-ce qu'on est bien présent, est-ce qu'on n'est pas pris par la substance qui t'amène vers des tendances naturelles un peu sourdes, ce que disent les Indiens, les vasanas. Tu vois, c'est des tendances latentes. Donc, il faut faire attention parce que les plantes et les psychoactifs peuvent t'amener là, peuvent t'amener dans tes peurs. Et c'est pour ça qu'il faut le faire dans un but thérapeutique et c'est pour ça qu'il faut le faire dans un cadre précis. Là, avec des gens qui sont capables de te guider à travers l'expérience. Il y a une mort symbolique qui peut se produire même autrement, au sens où, par exemple, tu vois ton corps en vision et puis d'un coup, ton corps, tu commences à avoir des formes et tu commences à voir ton corps et, et tu sais plus ce que tu es en fait. Et tu te rends compte que dans ces mouvements de visionnaire, ça se relie à tes pensées, à tes émotions. Donc, tu es en fait dans le hardware de ce que tu es en tant qu'être humain. Et dans ce hardware, tu as une procédure pour faire que de traverser la conscience de ce hardware provoque pour ton mental et ton corps une connexion, une stabilisation, une compréhension plus profonde de ce que tu es. Si je parle de défragmentation du disque, c'est quelque chose de déconstruction, reconstruction, ça te parle? Oui, oui, alors on utilise souvent des trucs qui sont reliés à l'informatique, mais oui, je dirais que en fait, avec les plantes, tu changes de système. Tu vois, c'est-à-dire, bon, ça défragmente le disque, mais en douceur, ça, tu ne l'as pas forcément vu, ça t'a un petit peu changé ton système. Ça Oui. t'a fait un plus de... Mise à Voilà. jour. Ou un moins 5 aussi, tu t'en es pas aperçu. Tu vois, ça dépend de comment tu as traversé le truc. Puis après, ça peut créer des bugs aussi, hein, si tu n'as pas traversé. C'est pour ça que c'est important de le faire bien. Parce que De le faire accompagner. voilà, quand tu défragmentes ton disque, tu as intérêt à ce qu'il y ait toujours du courant pendant que tu es en train de le défragmenter, parce que sinon, ton disque il risque de faire quick. Donc là, tu risques pas de mourir parce que c'est la dose létale des plantes, elle est en tout cas de l'ayahuasca est très très élevée. Mais ce que tu risques de faire, c'est de créer un choc Oui, bien sûr. par rapport à une peur qu'il n'y a pas. D'où l'importance de celui qui va guider l'expérience, qui connaît le chemin. Et donc, pour revenir à cette idée-là, il y a effectivement une chose où tu dois te remettre. Alors, là, je vais plus aller vers le côté indigène des choses, mais tu te remets dans les mains du docteur, en fait. C'est-à-dire qu'il appelle la médecine. Et la sensation, alors moi, j'ai eu plusieurs fois cette sensation, je crois que j'en parlais dans mon livre, mais
j'ai vraiment eu la sensation, quand on rentre dans cet espace, d'être alors je vais citer un exemple qui est un peu effrayant, hein, mais c'est un exemple juste de sentiment, d'accord? Le setup est un peu effrayant. J'ai eu l'impression d'être comme un animal sur une table de vétérinaire, c'est-à-dire à la fois, il y a des gens bienveillants autour que tu connais, c'est les guérisseurs, et en même temps, en même temps, tu sais que c'est pour ton bien que tu es là, et en même temps, tu es terrifié par ce qui est en train de se produire, tu vois? Oui. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, faut avoir Tu, la confiance avec la personne qui te guide dans ces expériences. Et donc, à partir du moment où tu as un effondrement de ta personnalité, on dit souvent qu'une des portes de la connaissance, à chaque porte importante de la connaissance, il y a une sorte de mort. Tu vois, et de faire sentir la puissance de la vie. Donc, les plantes, elles vont descendre, elles vont te faire sentir la puissance de ta vie, rééquilibrer tes organes et te faire sentir que tu es cette espèce d'amas d'organes en mouvement, mais que c'est magnifique. D'accord? Mais à partir du moment où toi, ton esprit peut regarder cet amas d'organes, ces fluides qui te permettent de rester, de naviguer dans la réalité, tu vois, en faisant une série d'opérations phénoménales entre les fluides, les battements de cœur, la respiration, toutes ces choses dont on n'est pas conscient, qui se font automatiquement. Mais là, d'un coup, tu prends conscience de ça. Donc, éminemment, quand tu vois la beauté du vivant, tu sens la mort. Parce que si tu sens vraiment la vie, tu sens la mort. Et donc, l'ayahuasca te fait tu as cette porte de mort parce qu'elle te fait sentir la vie dans son plein potentiel, pour que tu acceptes aussi de passer cette porte, tu vois. Et c'est souvent le résultat, c'est-à-dire que l'épreuve peut être très très difficile avec les plantes parce que c'est jamais facile de se dire qu'on va mourir et que c'est fini. Et même si on sait que c'est pas fini, on doit lutter en tout cas contre cette pensée parce qu'on a un sentiment de vie très fort, et puis aussi parce qu'on passe avec son corps dans un espace où normalement, enfin, c'est ce que disent les indigènes, normalement on y va, une fois qu'on est mort, on va dans cet espace. Donc quand on y va dans le vivant, le corps, il appelle la mort, puisque c'est à ce moment-là que tu vas dans cet espace. Donc tout ça fait que l'aspect positif, je ne dis pas que ça t'enlève la peur de la mort, hein, mais ça te permet d'apprivoiser, comment dire, c'est pas la mort elle-même que tu rencontres, c'est la peur de la mort. oui. Et la peur, elle peut s'apprivoiser. La mort, non. La mort, c'est quelque chose que tu dois regarder, enfin, en tout cas pour moi, que le plus tard possible, et faire attention. Et c'est quelque chose, quand j'étais plus jeune, j'ai défié beaucoup la mort. Je faisais tu vois, je roulais à fond en moto, je faisais plein de choses. Et il y a cette chose de défi qui te sert quand tu vas aller prendre l'ayahuasca dans ta personnalité, de, de, de pouvoir y aller. Mais par contre, après, au retour de cette expérience, on est beaucoup plus, tu vois, on regarde la vie de manière beaucoup plus sacrée, même sa propre vie, je dirais. Et donc, dans cette expérience, ce lâcher-prise que nous demandent les plantes, c'est-à-dire à un moment de lâcher le guidon, en fait. Tu vois, c'est-à-dire de faire en sorte que quand l'ivresse arrive, on a naturellement tendance à résister. Et si tu veux, à se tendre. C'est un peu comme si tu es au bord du vide, tu vois, et que tu sais qu'il y a un ravin, mais il y a un filet à 5 mètres, transparent. Tu sais qu'il y a le filet. Il y a quelqu'un qui te pousse. Il y a tout ton corps qui va résister. Même si tu dis, il y a un filet, tu vois, ça veut dire que c'est pour ça que tu as beau avoir pris des centaines de fois les plantes, quand ça se fait ça, tu as toujours le petit temps de dire, OK, il y a un filet, OK, j'y vais. Mais La résistance du programme qu'est l'ego. ouais, la résistance des forces qui Hmm. nous tiennent aussi. Et je dirais, il y a un truc intéressant avec l'ayahuasca. Alors, je reviendrai sur ça, mais puisque tu l'évoques, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que, bon, quand on y va les premières fois, on y va, on a un truc à régler, on est curieux, on a un problème, il faut y aller quand on a un problème. Voilà, on a une dépression, on ne trouve pas le sens de sa vie, on a un deuil, on a une maladie, qu'on pense pouvoir, voilà, c'est plus la psychologie, c'est plus psychologique, hein, c'est plus les états d'être, où ça c'est vraiment très 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 efficace, la reconnexion à la magie de l'existence, tu vois, mais ça peut aussi traiter plein de choses. Mais si tu veux,
quand tu y vas la première fois, bah, tu ne sais pas. Après, tu sais. Donc, quand tu y retournes, et quand au bout de, je ne sais pas, plusieurs années, puis tu dis là, il faudrait que j'y aille, mais ouf, non, là, il ne faudrait pas que j'y aille parce que là, je ne me sens pas très bien. Là, je me sens, non, c'est peut-être pas le moment. Bah, c'est là qu'il faut y aller. C'est chaque fois que tu te dis, non, mais là, c'est pas le moment, c'est que c'est le moment. Parce que ça veut dire que tu te rends aux forces à l'intérieur de toi qui ne veulent pas lâcher. Voilà. Et ces forces, ça peut être, alors si on suit ça peut être des énergies pas forcément positives, tu vois, c'est des énergies qui ne veulent pas partir, mais elles te tiennent. Donc la peur, tu vois, c'est un peu la litanie de Dune, la peur tue l'esprit, mais dès qu'on a peur de prendre les plantes, à ce moment-là, il faut admettre qu'on est tenu par sa peur. Voilà. On est tenu par sa peur et donc on se rend à sa peur. Donc la peur tue l'esprit et donc si tu connais tout ça, c'est quand tu as peur de prendre qu'il faut aller prendre. La peur au ventre, mais parce que tu penses parce que tu as la foi en la capacité de la médecine à pouvoir aller au-delà de cette peur. Et à la fin, dans le process de l'AIA, il y a un pan qui arrive et qui est relié à cette essence profonde qui est la foi. Je ne parle pas de la foi, je parle de la foi, Oui, oui. la foi en la médecine, la foi en l'amour, la foi en la joie, plus forte que la peur, plus La forte, vie. tu vois. Et après, tu mets le mot que tu veux en fonction de tes croyances. Mais cette foi profonde en la capacité de l'amour d'être le plus fort, tu vois. Et et à un moment, c'est ça qui est questionné. Tu vois, c'est au fil des passages dans la jungle, tu vas descendre dans tes diètes et tout, et à un moment, tu vas être terrifié, tu vas dire non, j'ai la foi. Il y a au fond une toute petite lumière qui me dit continue parce que là, je suis en train de nettoyer un truc. Ok. Là, ton discours puisque cette discussion est improvisée, ton discours m'a fait noter deux, trois questions. Euh, Tu parles de quelque chose que j'ai vécu aussi, qui peut faire peur, mais je pense que c'est intéressant d'échanger sur ce sujet. Tu dis, je me suis senti comme un animal sur une table de vétérinaire. Et quand on regarde un petit peu, quand on se penche un petit peu sur la littérature des gens qui essayent de relater leur expérience de l'ayahuasca ou de la DMT, qui est une de ces molécules actives à l'intérieur de l'ayahuasca, mais aussi à l'intérieur de nous, puisqu'on produit de la DMT, il y a, je dirais pas souvent, mais régulièrement, cette notion de se faire opérer par des entités ou de se retrouver dans des hôpitaux, comme si on accédait à un hôpital cosmique ou comme si on accédait à une autre dimension qui était un endroit où tu viens pour te faire opérer ou examiner. Quelle est ton interprétation de cela et comment tu pourrais, ces endroits que tu connais bien, comment est-ce que tu pourrais parler de ça à des gens qui sont en train de se dire waouh, là ça prend une dimension un petit peu perchée. Comment est-ce qu'on pourrait tenter de parler de ça à un profane ou de parler de ça à quelqu'un qui est vraiment sceptique? Non, mais là, je pense qu'on a déjà basculé, quoi. Non, je veux dire, celui qui ne pense pas à une dimension invisible de la réalité, il aura du mal, il aura déjà changé de chaîne, tu vois. Je le comprends. Et moi, alors, tu vois, le truc qui est le plus dément, c'est que moi, dans ma vie, je pense que et j'ai eu plusieurs fois ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je peux entendre et je me dis, ouais, c'est formidable. Sur la conscience, sur ça, tu vois, avant de rencontrer est-ce qu'il y a des petits esprits, des petits machins, et les mecs sont allés un peu loin, quoi. C'est dommage pour eux, quoi. C'est ça. Parce que sinon, c'était bien. Sinon, le mec est plutôt bien, j'aime bien le mec, mais là, il raconte des trucs. Là, il est en train de me parler d'hôpitaux et de chirurgiens, je décroche, quoi. Voilà, donc c'est toujours difficile. Il y a toujours un pan, moi, si tu veux, pour ne pas perdre le lien avec celui qui pourrait. C'est pour ça que je parle plutôt vraiment de sciences cognitives, tu vois. Après, de savoir exactement comment ça se passe et dans quel modèle, c'est un modèle qu'il faut découvrir soi de manière à pouvoir l'accepter, tu vois. C'est-à-dire, il faut faire l'expérience. Et maintenant, aller vers l'expérience, tu peux y aller de manière sans aucune croyance en quoi que ce soit des esprits, ce qui était mon cas, hein. Alors moi, j'ai croyé en sauf en respectant les Indiens pour essayer de me faire percevoir la réalité différemment. Donc, j'étais plutôt tu vois, voilà, c'était plutôt
ouvert, tu vois, pas de croyance, ouvert, mais agnostique, quoi. Voilà, le mystère est entier. Peut-être ces gars connaissent quelque chose sur le mystère. Si on va avec cette attitude, c'est bien. Alors maintenant, moi, je ne vais pas dire des choses par rapport à moi et ces types de visions qu'on a. J'en parle effectivement dans mon livre à un moment donné, parce que tu es obligé de témoigner. Tu dis, je ne sais pas comment ça marche. Tu sais, moi, à un moment donné, je me considère toujours, malgré que malgré que ça fait 20 ans, j'ai une part de moi où, dans certaines expériences, dans toutes mes expériences au début, moins aujourd'hui, mais dans certaines des expériences que j'ai, et c'est souvent quand je les ai avec des maestros indigènes, et à un moment, je peux juste dire, écoutez les gars, voilà ce qui s'est passé, je peux décrire ce qui s'est passé, savoir comment ça marche, ce qui s'est réellement passé, je ne sais pas, je suis un peu comme un indigène que des mecs avec qui ils ont sympathisé, ils l'ont foutu dans une capsule spatiale, et puis ils ont décollé, ils se sont mis en orbite, et là le mec redescend dans la jungle, il dit, écoutez, j'ai vu la mer, voilà la Terre, et là je vous dis, c'est la Terre, en fait elle est ronde, et elle flotte dans l'espace, et alors les autres Indiens, il n'y aurait pas besoin d'aller dans l'espace pour ça, il suffit de prendre le jus, et tu vas aller même bien plus loin. Oui, mais là, on était dans une machine physique, et puis toucher des boutons, alors ça marche comment? Mais je ne sais pas. C'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que sur une expérience telle que l'ingestion de cette plante, il y a une sorte d'homogénéité de l'expérience, c'est-à-dire il y a bien sûr une diversité et un spectre divers d'expériences, mais quand on regarde les gens qui rapportent l'expérience, on retrouve des grandes lignes, et c'est ça qui est perturbant pour l'esprit sceptique qu'on incarne tous, certaines personnes le sont plus. Moi, j'aborde toujours cette expérience-là avec l'approche du sceptique qui n'a pas envie de céder à la surinterprétation, qui n'a pas envie de céder au New Age. Et à chaque fois, je suis obligé de me rendre à l'évidence que ce que j'ai vécu durant l'expérience est plus réel que ma vie. Et il y a toujours une couleur commune. Et c'est comme si, j'essaye de m'exprimer, mais c'est comme si l'expérience de l'ayahuasca, selon la diversité des personnes qui va la rapporter, il y a des choses communes entre les diverses personnes, il y a des choses communes et on peut légitimement s'interroger sur si c'est de la pure hallucination, si c'est du pur rêve, pourquoi est-ce qu'il y aurait une restitution aussi commune de l'expérience, comme la thématique de l'hôpital, la thématique du vaisseau extraterrestre. C'est quand même vachement perturbant pour les sceptiques de se rendre compte que la thématique extraterrestre ou la thématique de l'hôpital est quelque chose qui revient très, très, très souvent. Et que c'est des endroits avec la plante où on peut retourner à loisir. Je dirais, avant de revenir sur cette partie-là, sur la partie hôpital quand même, je dirais deux choses. Quand tu enchaînes beaucoup de cérémonies, il y a un moment où c'est très intéressant, c'est-à-dire que tu as l'impression que la partie qui est rêvée de ton existence est la partie qui est quand tu es éveillé, et que la partie rêvée, parce que tu continues, tu t'arrêtes toujours avec les plantes, tu vas prendre, je sais pas, tu vas finir ta dernière session au mois de mars, et tu vas reprendre au mois de janvier de l'année suivante, tu vas reprendre, tu vas oublier, parce que tu es dans un monde de rêve, tu vas oublier certaines choses, et tu vas y retourner, et quand tu vas d'un coup, toute la mémoire va se réveiller. Donc, c'est assez intéressant, c'est comme une double vie, tu vois, dans la réalité. Et moi, je dirais que ça me paraît, je suis un peu comme toi, c'est pas que ça me paraît plus réel, mais que ça me paraît plus essentiel, et que quand je pars dans ces espaces et que la mémoire se réouvre de tout ce que j'ai travaillé, navigué, il y a un sentiment d'une vie que tu laisses parfois trop longtemps de côté. Tu vois, voilà. Et tu dis, punaise, j'ai laissé ça de côté. Je suis pas pris si je te dis que l'expérience de la plante nous fait nous réveiller du rêve qu'on est en train de vivre là, ça te parle ou pas? Oui, mais c'est pas. Si tu veux, si tu veux, ça me parle, mais je trouve que les plantes, le danger des plantes, c'est de t'entraîner dans leur monde complètement. Tu vois, c'est-à-dire que tu as des processus, mais comme dans une histoire d'amour, tu vois, quelqu'un qui va t'accaparer trop par rapport à tes enfants ou le reste de ta famille. Et tu as une belle histoire. Donc, c'est à toi de gérer tes relations.
C'est ça. Pas d'équilibrer ta navigation dans la réalité matérielle, professionnelle, sociale, familiale, et ta réalité dans les mondes de telle plante, les diètes de telle plante, tels esprits, telle rencontre, tel travail sur ta conscience et tel entretien entre les grands voyages, on va dire, tel entretien à travers des pratiques de yoga, de méditation, tu vois, d'utilisation de la Pandora, des choses, des tas de choses qui vont te permettre voilà, d'être bien. Et donc oui, il y a ça, mais c'est un danger. Moi, c'est quelque chose qui m'a, à un moment donné, qui m'a fait pas décompenser, mais ne moins m'intéresser à la réalité matérielle. Et je pense qu'il faut avoir un pied des deux côtés, parce qu'on est quand même des créatures organiques vivantes qui agissent sur le réel. C'est vraiment notre force. On a un pouce préhenseur, des doigts, un encéphale plutôt développé. Par rapport à, je parle pas par rapport aux créatures qui vivent dans l'univers, voilà, mais je parle par rapport à notre planète. Bon, c'est pas si développé que ça quand on voit où on en est, mais en tout cas, voilà, et on a ça. Et en tout cas, si on est là, tu vois, si on reprend un truc un peu spirituel, si on est là, c'est pour être actif au mieux et traverser cette existence, et puis un jour, on va la quitter. Absolument, absolument. Cette réalité. Et si pour mieux traverser cette réalité, pour être heureux, pour être joyeux, on va aller utiliser les médecines que cette réalité a mis dans la matrice pure, c'est-à-dire que ces plantes, quand même, c'est quand même délirant que ces plantes fabriquent des molécules a priori pour aller venir communiquer avec les mêmes. Donc on est dans un tissu de communication vers lequel nos ancêtres, les plantes, parce que là ils sont quand même bien avant nous, et qui sont des êtres qui ont des mondes. Alors, ils ne vivent pas au même rythme que nous, tu vois, donc ils paraissent morts, mais ils vivent sur d'autres rythmes, ils bougent, ils communiquent. Leur langage, c'est la chimie, donc ils vont créer un langage pour communiquer avec les créatures vivantes, parce voilà, c'est les petits-enfants, ils vont se dire, tiens, on va pouvoir échanger. Et voilà, puis nous, on est allé un peu vite à un moment donné, on a fait ça. On a fait ça, c'est peut-être d'ailleurs pour ça même qu'on est devenu ce qu'on est devenu, on parle, tu vois, de la théorie du singe enivré, mais on a fait ça, mais maintenant, on est allé un peu trop vite et on est un peu peut-être voilà, une créature qui s'emballe et qui oublie ça et qui cherche avec les télescopes à rencontrer les aliens au fin fond de la galaxie. Mais est-ce que les formes qu'on voit technologiques et qui vous paraissent alors être vraiment dans les visions des êtres venus de très loin, ne sont-ils pas juste le manifesté des êtres qui sont juste à côté, c'est-à-dire des plantes qui ont un monde voilà, qui ont un monde ou une façon de venir se manifester à nous à travers notre éthique. Ce que je pense des visions, c'est incompréhensible de se dire pourquoi d'un coup les plantes qui sont des choses anciennes, on les voit comme de la technologie de meilleurs films de science-fiction, et ça rentre en toi et c'est des esprits en même temps, mais en même temps c'est à côté. Et pourquoi? Et donc là, on se pose quand même des questions. On se dit, parce qu'on n'y croit pas. Il y a quelque chose de dire c'est trop facile, donc c'est mon imaginaire. Mais non, c'est pas mon imaginaire, c'est pas possible. Impossible, Oui. que d'avoir une vision en 2000 et un jour, dans un truc très fort, de reprendre la plante, d'avoir exactement la même vision qui va plus loin en 2019. C'est juste, tu te dis là, je dois m'incliner devant la réalité d'une cohérence. Exactement. Alors après, on peut se dire, pour les gens justement qui se disent, mais voilà, ils marchent sur la tête, là, les mecs, ils ont pris trop de plantes et ils voient des extraterrestres. Tout non, on peut se dire plein de choses. Il faut rester ouvert. C'est pour ça que moi, je ne questionne plus. C'est-à-dire, je sens la nature de la vision, de ce qu'elle va provoquer en moi. Est-ce qu'il faut que je me relie ou est-ce qu'il faut que je lui demande de partir, dans quel espace je suis moi à l'intérieur, de ne pas interpréter, de laisser la chose se produire. Voilà. Pourquoi? Parce que ça peut être tout, tu vois, et tu peux très bien aussi te dire que et ça c'est Romuald Le Terrier, tu vois, quand il avait écrit son livre, il a tout à fait raison, tu vois, si le bourdon, si la fleur utilise le bourdon pour ensemencer, en imitant en imitant la femelle, donc le bourdon il va prendre son pied, mais il ne se rend pas compte qu'il est utilisé, donc il a du bien, et utilisé pour ensemencer. Alors comme nous on est plus complexe qu'un bourdon, comme créature, hein, je dirais un peu plus, les plantes vont pouvoir entamer
un échange relationnel avec nous, c'est-à-dire je te donne, tu te donnes, hein, Oui. Comme le bourdon, mais à un niveau plus complexe, c'est-à-dire que si elles apparaissent, ils ne vont pas apparaître dans la nature de ce qu'elles sont, parce qu'elles sont peut-être… Mais dans la nature de ce que nous avons besoin de voir pour… Voilà, et nous avons un monde archétypal, ça on est tous d'accord, on a un monde archétypal, et si on veut dire dans un monde archétypal qu'on est très évolué, eh ben, on a des archétypes de haute technologie, tu vois. Alors après, on peut se dire, moi j'avais la double pensée, c'est-à-dire, je dis non, ok, ça veut dire que c'est positif, c'est de la médecine parce qu'il y a une technologie, que ça se connecte à mon corps et que je sens que les fluides, que je sens ce qui se passe dans mon corps est très positif. Puis d'un autre côté, tu peux dire non, mais en fait, c'est dingue. Tous les gens qui font de la science-fiction, en fait, ils sont connectés dans leur rêve à ces mondes-là qui existent vraiment. Et la science-fiction n'est que la métabolisation d'une réalité qui existe. Absolument. Ça, il ne faut pas trop y penser pendant parce que ça te secoue. Mais si tu veux après, tu peux te dire, voilà, donc en fait, il faut être vague. On ne peut pas se dire que c'est pas uniquement l'accès à une clé qui te permet, dans un langage uniquement visionnaire, de pouvoir placer une forme dans ton espace de compréhension d'humain, mythologique, mythique, puisque dans un espace entre la vie, la mort, donc dans cet espace flottant, dans cet espace, tu as des arcanes, tu as des choses, et peut-être que l'intelligence des plantes va venir apparaître à toi comme un pistil, pour que tu dises, oh, j'ai envie d'aller là, et va dire, bon, on va le soigner. Et après, tout en te soignant, il y a quand même une rétroactivité d'effets qui est saine, mais c'est des accords, en fait. Il faut savoir que les médecines, les plantes te soignent, mais elles ont des intentions, en fait. C'est ce que tu… Mais comme la plante a l'intention, en créant un pistil qui ressemble à la femelle du bourdon, elle a l'intention d'ensemencer le monde en attirant le bourdon. Mais comme nous, les humains, on travaille dans un monde d'idées aussi, de pensées et tout ça. Est-ce que la plante, est-ce que le monde végétal n'aurait pas pour, c'est une spéculation, mais n'aurait pas pour intérêt d'éveiller notre conscience écologique? Oui, ben c'est ça. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que, en fait, quand tu sors après d'une session d'Aya ou quoi, tu vas regarder les arbres comme des êtres vivants avec qui tu peux communiquer. Tu vas même avoir, pour le côté drôle, presque, tu vas marcher sur l'arbre et tu vas dire, est-ce que je lui fais mal? Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, ça va t'éveiller un espace où tu vas te mettre, et les gens il n'y a pas besoin d'ailleurs de plantes psychoactives pour faire ça, hein. Il y a des tas de gens qui sont passionnés, heureusement, on a ça en nous. Mais je pense que dans notre civilisation, peut-être des créatures comme moi et d'autres a besoin d'un électrochoc, en tout cas, pour aller parler à un arbre. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je trouvais ça quand même, quand j'étais plus jeune, si un mec disait, mais tu peux parler à un arbre, je dis, ouais, c'est ça, ouais. Ben non, tu peux parler à un arbre, tu peux parler à une plante, tu n'as pas besoin de chercher l'intelligence au fond du cosmos, tu as une intelligence différente, tu te positionnes, elle te parlera à travers les rêves, dans les diètes, et à travers les visions, si tu prends des plantes visionnaires. Et là, au moins, tu es carré. Mais effectivement, ça éveille chez toi, d'un coup, ne serait-ce que d'ensemencer l'idée d'être là aujourd'hui à parler avec toi. Je pense que c'est fait partie de l'échange avec les plantes, c'est-à-dire que moi, naturellement, c'est un échange naturel, tu vois, c'est pas un truc du genre je vais te soigner, je vais un peu réguler ta conscience, et puis toi, tu vas aller essayer de me protéger. Tu vois, c'est pas comme ça que ça se passe, mais ça se passe naturellement, c'est-à-dire il est naturel de sentir qu'avec toutes ces années, même si j'ai eu des moments difficiles avec les plantes, et c'est quand même une machine à laver, qu'au final, je sais qu'il y a quelque chose qui m'aide et qui me soigne et que j'ai envie de le partager et que j'ai envie qu'on les respecte, ces plantes. Et donc, je suis avec toi en train de parler parce que quelque part, c'est pas, j'ensemence pas pour moi l'idée qu'il faut aller prendre de l'ayahuasca avec les indigènes, j'ensemence l'idée qu'il faut regarder les plantes différemment. Au-delà de l'idée écologique de simplement se dire notre terre, on est en train de la défoncer et il faut des plantes et le monde végétal peut nous sauver, en train de dire non, seulement il peut nous sauver, mais on peut dialoguer avec, il peut nous soigner, ça on le sait, hein, mais on peut aussi avoir des alliés, on peut avoir des alliés avec les plantes, alors on peut les diéter, mais après on peut inventer nos façons parce que les connexions sont là entre nous. Voilà, ceux qui ont un cerveau un peu dur et qui en ce moment se disent non mais là je vais pas aller parler à un chêne, ok, alors là ça peut-être le coup d'aller en Amazonie, ça tu te fais défracter, puis après tu iras parler au chêne et tu te dis ah ouais c'est dingue, j'aurais jamais pensé, j'aurais pu parler à un chêne, pas parler comme ça, mais s'asseoir autour et sentir, tu vois, sentir
Mhm. un monde, une intelligence, avoir un nouvel ami. Mhm. Ok. Malheureusement, on n'a qu'une heure et je pense qu'il nous faudrait 2, 3 heures pour qu'on puisse partager sur tout ce que j'ai noté. Euh, il nous reste, allez, une vingtaine de minutes. Euh, J'avais envie de t'embêter un petit peu. Ben, vas-y. Euh, on se rejoint sur, tu disais être très réactionnaire ou réactif sur l'aspect récréatif, et là on se rejoint. Moi, je milite pour une pratique spirituelle et un respect de la chose. Néanmoins, là où il me semble qu'on a une vision différente de la chose, c'est que tu sembles très traditionnaliste, tu es attaché dans ce que moi je perçois, et peut-être que tu vas me contredire, à la tradition et à une utilisation traditionnelle. Et moi, je pense que la nécessité d'adapter la pratique de l'ayahuasca à notre occidentalité est importante. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ce sujet? J'aurais à dire à ce sujet que c'est une médecine et que mais une médecine puissante. Ça veut dire que, et je ne parle pas que de l'aya, hein, parce qu'en fait, l'ayahuasca, c'est la porte, c'est un petit peu et qu'ensuite, pour se soigner et pour résoudre ses problèmes et prendre de la force et de la joie, il y a toutes les diètes de plantes qui ne sont pas psychoactives mais qui sont faites Oui. dans ce cadre-là. Les diètes sont très importantes. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre, à le voir et à le pratiquer. Mais les diètes sont fondamentales. C'est même la façon dont on apprend. C'est pas des cours théoriques par la pensée en disant on va faire comme ça. Les guérisseurs, ils font un chant à quelqu'un sous aya qui va diéter une plante. Et un Et autre? Hmm. pour le connecter à la médecine, la personne va s'isoler dans la forêt jusqu'à 1 an. Et elle va recevoir l'enseignement. Ça, c'est l'université. Et le guérisseur va vérifier qu'elle est bien connectée à l'université, qu'elle n'est pas connectée aux énergies, parce que les plantes ont des mondes avec de la lumière, des hôpitaux, enfin de la médecine, mais aussi des saletés, tu vois, de l'ombre, de la sorcellerie, des choses comme ça, quoi. C'est enfin un peu comme une ville. Il y a des quartiers. D'où l'importance, quand tu ouvres une diète et quand tu es connecté à quelqu'un qui travaille dans la partie hospitalière du monde de la plante. Donc, je dirais, comme c'est puissant, c'est un petit peu comme c'est comme, voilà, c'est comme de la chirurgie, ou je dirais, ce que les Indiens qui se disent, bon, écoutez, maintenant, je pense que nous, les Indiens, on va un petit peu prendre des scalpels, tout ça, et à notre façon, on va pouvoir faire de la chirurgie. Oui, tu peux, mais je pense que la question n'est pas d'adapter les usages. C'est trop facile, tu vois. Je pense que tu peux faire du microdosing ou des choses comme ça avec l'AYA, mais tu ne toucheras pas la profondeur de sa médecine. Et que ce qui est intéressant pour des gens comme nous qui sommes durs de la feuille sur vraiment passer à travers le voile, il faut un choc. Et en tout cas, pour que la médecine agisse bien, et que justement, c'est très dangereux de prendre, par exemple, il y a quelque chose de dangereux de prendre des petites doses et de surfer doucement sur l'effet. Il y a quelque chose de dangereux parce que tu peux un petit peu éveiller, sans t'en rendre compte, te prendre un espace de confort. Tu vois, tu ne dois pas avoir de confort avec la médecine. Tu ne dois jamais être dans une zone de confort. Ok. Tu vois, enfin, tu Mais n'es pas obligé de te retourner la tête, mais quand je dis zone de confort, parce que moi, tu dois trouver une zone de limite où tu restes, tu es là actif, tu peux te lever même si c'est difficile parce que tu es ivre, mais où tu dois être humble. Et être humble, c'est quand tu rentres dans cet espace. Et parce que si tu y rentres, et moi, ça m'est arrivé de justement, mais ça demande beaucoup de vigilance parce que tu peux, du coup, te dire, ah bah c'est bien, donc on va étudier ça, puis on va passer à ça, et puis etc. Non, 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 c'est plus, il y a beaucoup de choses dans le monde des plantes, et justement, dans cet accord, est-ce que tu te rends, est-ce que tu as vraiment conscience de la plante avec qui tu dialogues, est-ce que tu te rends à un moment donné à cette médecine qui va te traverser, tu vois, et c'est comme ça que les chants émergent, ils émergent du lâcher-prise du guérisseur, et qui devient un canal pur, tu vois, un chant qui descend, qui le traverse, et il le découvre en le chantant, tu vois.
Et avec ça, il le navigue, juste il navigue avec son mental en fonction des visions, par les blocs de concepts qu'il a, pour le ramener lui dans le réel, parce qu'il est trop loin, tu vois, ou pour demander la guérison d'une chose, ou le recentrage des émotions, des sens, travailler sur des organes, tu vois. Voilà, donc c'est toute une procédure et une médecine. Si tu veux, voilà, est-ce que tu peux faire de l'homéopathie avec un scalpel? Ça, c'est la question. Alors, réinventer des usages. Adapté. Adapter des usages, c'est J'ai possible. j'ai un postulat, tu parlais de la profondeur et tu disais que si on, en tout cas j'ai entendu que si on ne faisait pas la chose à travers une tradition et avec des vrais guérisseurs, on n'arrivait pas à cette profondeur de la compréhension de la médecine et du monde végétal. Mon postulat, là où j'en suis aujourd'hui, sachant que j'ai beaucoup moins d'expérience que toi, c'est qu'on ne peut pas, nous, en tant qu'Occidentaux, comprendre ce dont il s'agit, tellement la chose est infinie et profonde. Mais je crois qu'il ne s'agit pas de comprendre la chose. Je crois que les Indiens qui ont une autre pensée, et pour ça ils naviguent dedans, c'est que leur but, c'est pas de prendre l'ayahuasca pour comprendre l'ayahuasca. Le but de l'ayahuasca est pour comprendre ce qu'ils ont à faire et changer dans leur vie et de comment ça marche. Tu n'as pas besoin, quand tu te déplaces en avion, de savoir exactement comment tout fonctionne. Sauf que comme ça touche à ta personnalité et comme ça touche à quelque chose qui la navigation se fait de l'intérieur, tu as tendance à projeter cette chose. Donc, le but, si tu as le but de comprendre l'ayahuasca, tu vas aller nulle part. Je pense, la personne qui dit « je veux comprendre tout », parce que moi, je l'ai eu ce but, tu vois. Je l'ai eu, je dis « je veux continuer, je vais même continuer plus profond pour comprendre cette médecine ». Et le jour où je ne me suis plus posé de questions existentielles et le jour où je me dis non, en fait, oui, ce que j'ai compris, c'est que il faut que je pratique et voilà. Et puis que quand tu sors de la session, tu es dans ta vie et tu ne réfléchis pas d'ailleurs beaucoup, tu ressens, voir qu'est-ce qui a changé. Tiens, tu as plus ce type de pensée, tu te sens mieux. Ou alors, tiens, tu as eu des très belles visions, mais du coup, tu sens qu'il y a quelque chose qui travaille. Tu dis hop, 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 tu vois, et tu travailles, tu lis avec. Mais quand tu dialogues avec Laïa, ce n'est pas pour comprendre, c'est pour lui dire que tu la remercies, c'est pour lui dire que tu as foi en elle, c'est pour lui demander, tu vois, c'est pour des choses vraiment de l'ordre du sentiment. Donc, tout ça étant, ce que je te dis moi, c'est ça la chose traditionnelle. C'est pas une technique, c'est un chemin qui part des plantes Plus uniquement. profond que ça, ouais. Et c'est-à-dire que si je te dis, quand je dis le guérisseur, il va pas t'apprendre, le guérisseur va pas te parler, il va te faire boire, il va demander, lui, à la plante, il va dire, ok, voilà, lui, je pense que ce serait bien qu'il fasse cette belle diète. Qu'est-ce que tu en penses? La plante, elle va dire, oui, j'en pense du bien. Tiens, reçois ce chant. Tu fais le chant. La personne part. C'est la plante qui diète qui va l'aider, qui va lui enseigner. Il revient. Il a été enseigné. Donc maintenant, il va aller demander à la plante qui l'a enseigné, ok, est-ce que tu m'envoies un chant? Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'es pas toi avec une substance, tu vois, et si tu arrives à déconnecter ça, oui, tu peux déconnecter ça et évidemment sortir d'une forme traditionnelle. Mais est-ce que culturellement, tu vois, le problème, c'est que nous, culturellement, on est trop loin de ça. Et si on veut vraiment avoir les bénéfices, on peut avoir des petits bénéfices, bien entendu, des plantes, on peut trouver d'autres façons de faire, on peut mélanger des choses, bien sûr. Mais ce que je dis, c'est que ceux qui font ça depuis longtemps, c'est parce qu'ils le font selon. C'est-à-dire que la tradition, c'est en fait, qu'est-ce que les plantes nous ont dit de faire et comment on fait, quoi. Et si tu observes, moi j'ai observé, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Pour moi, c'était le guérisseur qui avait la connaissance, tu vois, ou la guérisseuse. C'était lui et que ça a été transmis. Et que... Non, en fait, ils ont beau te le dire, tu ne le crois pas. Parce que quand tu crois que c'est ça, tu penses qu'il y a des professeurs qui t'ont appris. Et ce qui est vrai, mais que les professeurs, là, c'est dans le monde invisible. Et jusqu'à ce que tu fasses ces rencontres-là, tu ne comprends pas. Et après, tu te rends compte qu'en fait, qu'est-ce qu'est la tradition, par exemple, des Shipibo ou du monde indigène? C'est d'écouter la nature et d'avoir que la nature t'enseigne. Alors ça, tu peux le faire, tu vois, toi.
Mais dans ce cas-là, il faut qu'à la base, te dire tout ce que je fais, c'est la nature qui va me l'enseigner. Et quand on prend des plantes fortes, c'est ça, c'est-à-dire qu'on rentre dans un espace où d'un coup, on a un scalpel. C'est très fort, les plantes Oui. psychoactives. Donc, c'est là où il faut faire attention. Je me dis, moi, j'ai eu de la chance de rencontrer les indigènes, parce que je trouve, d'ailleurs, quand tu regardes l'histoire des années 70, il y en a beaucoup qui se sont perdus, tu vois. Oui. Et nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir un monde où les indigènes acceptent de guider les non-indigènes dans une chose, c'est leur spécialité, si tu veux. Nous, on fait des avions, des bateaux, on peut se parler, on a la technologie, on a tout ça. Eux, ils ont gardé cette connexion et cette médecine. Donc la question, elle est plutôt, pourquoi l'adapter pour nous et comment? Après, la question peut se poser, mais voilà pourquoi moi, je suis traditionnaliste et j'ai toujours envie de dire, non pas d'aller forcément avec des indigènes, tu vois, mais d'aller prendre ces plantes avec des gens qui connaissent les usages, et ceux qui connaissent bien les usages sont ceux qui ont été formés par des indigènes, au moins. C'est Tu ça. vois, Absolument. c'est-à-dire qu'on fait des diètes en Amazonie, il y a une série, aujourd'hui, il y a une génération, elle n'était pas à l'époque où j'ai commencé, mais aujourd'hui, il y a une vraie génération de guérisseurs qui ont été formés au cours de ces 20 dernières années par des indigènes et qui sont des occidentaux, hommes et femmes, et qui sont tout à fait à même de bien te guider dans une expérience. Peut-être pas, si tu veux, c'est peut-être pas les chirurgiens du Oui. cerveau que sont les indigènes, mais ce sont des bons médecins et ils seront capables. Et parfois, on a besoin d'avoir quelqu'un, si tu veux, dans cette de réinventer, on a besoin d'avoir quelqu'un à qui on peut parler, qui connaît notre psychologie, donc un occidental. Donc, ce qu'on va perdre d'un côté, d'un point de vue de l'intensité médicinale de l'indigène, on va l'avoir parce que l'occidental, il est comme nous, il a fait le chemin avec les indigènes, mais il face à un problème qu'on va avoir, il va vous parler, là où l'indigène ne te dira pas grand-chose. Il va se dire juste, bon, merci pour l'information. Hein. Là, j'ai eu peur, j'ai vu ça. Oui, oui, c'est bien. On verra ce soir. Tu vois. Là, l'occidental, il va plus te dire, bah, t'inquiète, il va te parler. Et puis, il va plus connaître ta psyché. Donc, ça a des avantages. C'est une médecine peut-être quand même un petit peu moins forte, bien sûr, que les indigènes, parce que c'est pas possible. Mais il y a toute la partie, on se connaît, on est de la même tribu. Tu vois. Ça. Ça, c'est bien. Donc, moi, je dirais, dans ce que tu dis, là, je suis un peu. Je dis, bon, voilà, avec des gens comme ça. Mais sinon, seul et essayer de créer d'autres usages autour, je pense qu'il vaut mieux, dans ces cas-là, avoir des plantes plus adaptées que l'AIA. Alors justement, ce qui m'amène à la dernière question, il nous reste allez, 5 minutes. Dans ce que tu appelles, enfin dans ce qu'on appelle les diètes, qui est en fait toutes les plantes périphériques non psychédéliques autour de l'ayahuasca, il y a bien sûr des plantes qui sont légales. Est-ce que pour toi, ça fait sens dans notre monde occidental de diéter des plantes qui sont légales, comme par exemple la sauge, la rose, et d'entrer dans une démarche de médecine avec une diète de rose, avec l'alimentation adaptée? Est-ce que pour toi, ça fait sens ou pas? Ah oui, bah, tu vois, ça par exemple, moi j'ai fait ça. Quand il y a eu notre confinement, etc., j'en ai profité parce que j'étais à la campagne en me disant je vais ouvrir une diète. Tu vois, et tu peux l'ouvrir de part, puisque ça fait donc 20 ans, tu connais la tu n'as même pas besoin de plantes puisque tu es imprégné. Donc, tu n'as pas besoin d'être en Amazonie, tu n'as pas besoin de boire d'ailleurs. Par contre, tu connais la procédure, la diète qu'il faut faire avec, et tu fais ta diète. Et moi, quand j'ai diété par exemple la rose, je me suis dit, oh, ça va être bien parce que la rose, c'est beau, ça va être de l'amour et de la lumière. Punaise, la rose, c'est un monde puissant, ça a des pics aussi, ça a des dragons, la rose, c'est respect avec la rose. Il y a une très belle médecine, c'est une très belle plante. Et le chêne, par exemple, puisqu'on parle des plantes de notre région, diéter du chêne, c'est formidable. Donc, tu peux diéter à la manière indigène, faire juste des diètes, mais dans ces cas-là, l'idéal étant de quand même les connecter à la manière amazonienne ou en tout cas indigène, de manière à optimiser, parce que c'est C'est vraiment ça. à optimiser la diète. Mais même, admettons maintenant qu'il n'y ait pas de guérisseur, pas d'aya, pas de choses comme ça, il faut arriver à faire avec cette plante, si on la diète, on peut même se trouver une procédure, tu vois, pourquoi Oui. pas. Et puis je pense qu'on avait des tas
de druides qui diétaient toutes nos plantes, bien entendu. Tu vois, et tu le vois encore dans tous les contes, voilà, on chante tous la beauté des plantes et tout. Donc, si tu veux diéter le chêne, tu peux. Et puis, par exemple, est une plante bienveillante naturellement. Donc, même si on est un petit peu zozo, on ne devrait pas trop mal s'en sortir. La rose, il faut faire attention. À savoir avoir une relation forte, c'est-à-dire, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est un Icaros? C'est un peu comme une prière, d'accord? Du chant qu'on appelle Icaros. Hein. Voilà, le chant des guérisseurs, c'est une prière. Donc, quelque part, si tu dis avec la rose ou avec le chêne, je me relie à toi, je me relie à ta médecine, je le fais vraiment avec mon cœur. Vraiment, je me relie pour aller mieux, pour comprendre ton monde et qu'on fasse attention dans ces 15 jours ou cette semaine de diète, de ne pas être en colère, de faire attention alimentairement, ne pas amener des substances fortes qui choquent comme les piments, le sel, le sucre, La viande. Voilà, d'être assez ascète, d'être un peu isolé, d'être un peu dans la nature, de ne pas avoir de sexe, qui sont des énergies très fortes. Oui. Qui ne sont pas négatives en soi, on est d'accord, c'est pas religieux. Non. Que le sexe est une énergie assez sourde Mm-hmm. et belle et puissante et joyeuse. Hein. Mais néanmoins, quand on est en diète, il ne faut pas l'introduire. On est d'accord. On retourne sa diète, c'est-à-dire que dans tous les mondes des plantes, ce qu'il faut comprendre, après je finis là-dessus, mais dans un monde de plantes, il y a de tout. Donc le but est vraiment de faire cet accord, d'être vers le monde de la médecine, d'être soit droit pendant cette période-là de diète et de méditer autour. Absolument. Du yoga dédié à ces plantes, Absolument. chanter ces plantes, voilà. Donc et de pas, si on introduit un peu de sel, un peu de sucre, c'est pas terrible, mais ça peut passer, on va le sentir. Hein. Mais si par exemple, d'un coup, on introduit le sexe, et ben, d'un coup, on va se retrouver beaucoup plus mal que quand on a commencé la diète. C'est-à-dire que tu vois, la diète, tu montes en qualité, mais si tu tords ta diète, tu ne vas pas redescendre là, tu vas faire le salto de l'autre côté. Donc, je dirais que si c'est fait avec un minimum de conscience organisée et tout, oui. Avec une alimentation adaptée, sans sel, sans sucre, sans substance forte, sans viande. Ouais. Et puis surtout, d'avoir un beau lien, de passer du temps, de consacrer le temps. Et tous les jours, on boit un petit verre de cette plante. On peut écouter des Icaros, on peut écouter de la... Voilà, d'être vraiment relié à ça, c'est-à-dire dans sa tête à ça. Et de faire attention, par exemple, quand on est en ville, parce qu'on est beaucoup plus ouvert quand on est en diète. Les énergies, en fait, des plantes qui vont se mettre à flotter, parce qu'on les appelle par nos prières, elles vont se mettre à flotter autour de nous, elles vont nous rendre plus fragiles, on va être donc plus sensible aux énergies, on va peut-être se mettre à pleurer sans savoir pourquoi, parce qu'on va faire partie de nettoyer, d'un coup avoir des pics de joyeux, et tout ça va augmenter avec le temps. C'est ça qu'une diète de une semaine, 15 jours, la première, il ne faut pas dépasser, parce qu'en fait, après des diètes, on peut faire plusieurs mois, mais on est dans des états pas possible à la fin des diètes. Et donc, comme ces énergies sont autour de nous, il faut garder un espace où c'est plutôt préservé, donc pas forcément prendre le métro avec des gens chargés la vie, tu vois, ne pas se retrouver à regarder des programmes, tu vois, ne pas allumer Netflix, regarder des choses violentes. Revoir ce que je fais en ce moment, Westworld, qui est une série incroyable, mais énergétiquement, c'est pas le truc du tout. Tu sais, tu regardes, il faudrait faire une liste des films que tu peux voir bons pour la diète. Tu vois, je crois que j'avais fait ça un jour, les films bons pour la diète. Tu as une liste, donc tu peux bien sûr lire ou voir des films. Je me souviens d'une personne qui était en Amazonie, elle lisait un thriller horrible pendant sa diète. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Non, mais c'est une bonne histoire, ça me change. Qu'est-ce que tu fais? Donc, faire attention à tout ce qui se passe dans notre esprit, et voilà, d'être lié, de méditer, etc. Là, tu fais une diète un peu à l'amazonienne, mais pas aussi forte parce qu'elle n'est pas implantée par un guérisseur, par un chant dans une session. Mais néanmoins, tu vas vivre des choses et tu vas avoir des rêves sans doute reliés aux plantes. Mais il faut un minimum de cadre. Tu vois, quand tu dis un minimum de cadre. Une minute pour conclure sur une note un peu plus légère. Tu confirmes que, en tant que cinéaste, et puis puisque tu viens de parler de films, tu confirmes qu'il y a une scène coupée dans Avatar où ils prennent quelque chose qui ressemble très très fortement à de l'ayahuasca et que dans Avatar, il y a des scènes coupées qui parlent de la DMT. Ah oui, non, mais ça, tu sais, je le confirme, tu peux le regarder, c'est sur le Blu-ray Collector.
tu as une scène où le méchant, là, le scarifié, il dit vous avez tous il parle de la plaque militaire, votre Death Metal Ticket, DMT. Tu vois, donc tu as cette scène où il dit DMT, je pense qu'il est. Donc oui, Avatar est un encodage brillant, hein, d'ailleurs, formidable de l'AIA, tu vois, et même une leçon pour moi, où moi, quand j'ai fait Blueberry, j'essaie de faire l'expérience pure, et que lui, il a fait le meilleur. L'idée de l'encodage, c'est le film est une session. Pas, il y a une session dans le film. Donc, je me devant la puissance et l'intelligence de Cameron par rapport à ça, et la joie de découvrir ce film. Et je le sais que c'est vraiment relié à ça, parce que si tu veux, à un moment donné, j'ai eu un coup de fil, alors que j'arrivais au Pérou, à l'époque où il faisait donc Avatar, et j'avais entendu parler du projet, je me disais c'est super. J'ai un coup de fil du studio avec lequel je fais mes effets visuels, qui avait été contacté par Cameron et son producteur, parce qu'il avait vu Blueberry et il voulait faire une scène de vision, et donc il demandait à Magov, pourriez-vous faire la scène de vision, parce qu'à un moment il se connectait avec les plantes, ce que tu n'as plus dans le cerveau, parce que moi j'ai eu la scène, et il voyait la projection de la destruction de ce monde si les humains s'en emparaient. Et c'est pour ça que Jack allait agir. Et donc c'est devenu le voix des ancêtres, parce que ça coûtait pas mal d'argent, et donc ils ont demandé à Magov, parce qu'il y avait le studio. Magov a dit oui, mais les visions c'est Yann, donc, et moi je me dis mais peut-être je vais participer à faire les visions dans ce film qui sera le plus visionnaire. Puis finalement ils ont arrêté, ils ont coupé la scène, et donc le projet s'est pas fait, mais j'ai même, tu vois, failli participer à ça. Donc c'est clairement encodé directement. Tu vois, et d'ailleurs, si tu vois dans le DVD, il a fait quand même des scènes, hein. C'est autre chose, il avait fait des scènes. D'ailleurs, il y a un espace assez blueberrien dedans, enfin assez proche, oui. Où tu as les personnages, c'est fait en maquette, hein, les personnages qui ont deux ingrédients, je crois, qui boivent quelque chose, ils seront morts par une bête ou un truc comme ça, et là ils rentrent dans le monde des visions, et c'est des cathédrales. J'avais fait, ils décollent dans des cathédrales, donc il y a un rituel qui n'est pas la yam, mais qui est quelque part une référence indigène. Absolument. Deux outils de connexion aux forces spirituelles de la planète, et c'est comme ça qu'ils rencontrent Gaïa, etc. Donc tout ça n'est pas nécessaire au fond dans le film, et je comprends par prudence qu'il est pour éviter les polémiques et autres, et qu'il est coupé. Mais ce qui est intéressant, c'est juste pour nous de se dire, en tout cas, c'est l'expérience de ce film. L'expérience de Cameron, ou en tout cas la volonté, est reliée vraiment fortement à sans doute hein, une expérience d'ayahuasca qu'il a fait. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Oui. Oui. Et de la même manière, si tu regardes Gardien de la Galaxie, c'est par exemple, moi je regardais Gardien de la Galaxie, à un moment je me disais, c'est des visions d'Aya. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourtant, le réalisateur, je ne pense pas que ce soit un mec qui allait prendre des substances. Puis à un moment, j'étais à Los Angeles. Et quand j'étais à Los Angeles, j'étais dans la société qui a fait les effets spéciaux de ce film. J'étais avec des graphistes et tout ça. Et puis à un moment, j'ai discuté avec un Français qui est là, qui venait de faire Thor, et qui me parlait de Thor, du côté psychédélique de Thor, le Ranagorn, et qui me dit ça va te plaire. Voilà. C'était pas sorti, tu vois, donc ça, si tu veux préparer l'espace. Et j'ai dit, et moi je parle des Gardiens de la Galaxie. Je dis, mais tu vois, il dit, oui, mais tu sais, nous, les graphistes qui créons ces mondes, et tous les illustrateurs, on a tous pris des plantes. Donc, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça ne vient pas forcément du réalisateur, tu vois. Alors là, pour Cameron, c'est le cas, ou pour moi, c'est le cas, tu vois. Mais que de toute façon, les plantes, elles travaillent à toutes les échelles, dans toutes les dimensions, et elles ressurgissent dans les films et dans les archétypes à travers voilà, des graphistes qui du coup, vont proposer des formes. Mais comme elles sont des archétypes, elles sont juste par rapport à la scène, tu vois, mais elles sont complètement... Quoi, tu vois. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je me permets de rajouter, pour ceux qui s'interrogent sur ce sujet-là, personnellement, je conseille le documentaire D'autres mondes que tu as réalisé, qui pour moi est la référence en la matière, et où tu interviews des gens qui ont des choses très intéressantes à dire aussi. Et ton livre qui m'a accompagné, Carnet de voyage intérieur. Voilà. Je suis content qu'il t'ait bien accompagné, j'espère. Très bien. Et voilà, écoute, c'est toujours agréable de parler de ces sujets. Ça te met un petit peu d'air dans la tête pour commencer la journée. Super. Voilà. Donc, je te remercie, Stéphane, pour ce temps et de m'avoir permis de parler avec toi. Et il y en aura peut-être d'autres. À très bientôt.
Ciao, ciao.